Dans la plus grande machine de guerre jamais assemblée, la victoire ne dépendait pas du soldat modèle, mais du pire. L'armée américaine de 1944 vénérait la discipline comme une divinité. Le soldat idéal était un rouage parfait, uniforme impeccable, obéissance aveugle, respect scrupuleux des procédures. Il était le produit d'un système industriel conçu pour écraser l'ennemi sous le poids de l'ordre et de la supériorité matérielle. Mais le 6 juin, en Normandie, ce système s'est brisé. Dans le labyrinthe mortel du bocage, où les unités étaient dispersées et le commandement anéanti, les règles n'existaient plus. Dans ce chaos absolu, le soldat modèle, programmé pour suivre des ordres qui ne venaient plus, est devenu une proie. L'insoumis, lui, est devenu un prédateur. Comment un homme considéré comme une erreur systémique, un rebelle destiné à la cour martiale, a-t-il pu devenir l'instrument d'une victoire stratégique que les états-majors n'avaient pas prévue? La réponse ne se trouve pas dans un acte d'héroïsme conventionnel, mais dans une faille structurelle cachée au cœur de la doctrine militaire elle-même. Cette histoire révélera pourquoi une organisation obsédée par le contrôle est, par nature, vulnérable au chaos qu'elle prétend maîtriser. Nous allons découvrir un principe contre-intuitif mais fondamental. Face à un effondrement total, ce n'est pas la discipline qui sauve les hommes, mais l'intelligence de la désobéissance. Parfois, la seule manière de faire fonctionner le plan est de l'ignorer complètement et de réécrire les règles au milieu du combat. L'US Army n'était pas une fraternité d'armes, c'était une corporation bureaucratique, une pyramide de commandement rigide où les décisions, prises à des centaines de kilomètres du front, descendaient verticalement sans jamais être remises en question. L'efficacité se mesurait à la conformité, des rapports remplis en temps et en heure, du matériel entretenu selon le manuel, des saluts militaires exécutés avec précision. Cette culture valorisait l'apparence de la discipline plus que l'efficacité réelle au combat. Le système était conçu pour une guerre de position, une confrontation de titans industriels où la masse et la logistique primaient sur l'initiative. Chaque soldat était une pièce interchangeable, et sa valeur résidait dans sa capacité à exécuter une tâche prédéfinie, pas à penser par lui-même. Puis vint la Normandie. Pas les plages immortalisées par les photographes, mais l'enfer vert qui se trouvait derrière. Dans les heures qui ont suivi le débarquement, la 101e division aéroportée a été larguée au-dessus d'un territoire où la guerre changeait de visage. Le bocage normand, un dédale de champs minuscules, ceinturé de haies épaisses et de chemins creux qui transformaient chaque mètre carré en une embuscade potentielle. Les communications étaient coupées, les unités pulvérisées à l'impact, les officiers morts ou perdus. Le grand plan d'invasion, si méticuleusement préparé, n'était plus qu'un fantasme lointain. Pour les parachutistes dispersés, la structure de commandement n'était pas simplement brisée, elle avait totalement cessé d'exister. La survie ne dépendait plus de l'obéissance, mais de l'adaptation. C'est là qu'apparaît le sergent Jake McNiss. Il n'a rien du héros de propagande. Aux yeux de la hiérarchie, il est l'incarnation du problème. Son uniforme est non réglementaire, son attitude frise l'insolence, et son casier disciplinaire est une litanie de désobéissance. Il ne se bat pas pour le drapeau ou pour la démocratie, mais pour les hommes qui l'entourent, ceux qu'il considère comme sa seule véritable unité. Il méprise l'autorité des officiers qui n'ont jamais connu le feu et dont les ordres, dictés par la doctrine, sont déconnectés de la réalité sanglante du terrain. Sa compétence unique n'est ni le tir ni la force brute, mais un génie pour le chaos organisé, une capacité innée à transformer l'improvisation en une tactique redoutable. Il est un anarchiste au cœur de la machine la plus ordonnée du monde. Pour McNiss et ses hommes, l'ennemi n'est pas seulement l'armée allemande, retranchée et déterminée. La force d'opposition la plus redoutable est la logique même de leur propre armée. C'est un système qui, par sa conception, punit l'initiative et récompense la conformité aveugle. Rationnellement, un soldat comme McNiss ne peut pas réussir. Il est une anomalie statistique, un grain de sable qui devrait être broyé par les engrenages d'une machine de guerre colossale. La doctrine militaire est claire. La victoire s'obtient par la coordination, la discipline et le respect de la chaîne de commandement. Toute déviation est un risque, une porte ouverte à la défaite. Dans cet univers, la désobéissance de McNiss n'est pas vue comme une solution, mais comme une trahison. La tension monte dans le fusil Vagrant du C-47. Les parachutistes, membres de ce que l'on appellera plus tard les Filthy 13, vérifient leur équipement une dernière fois. Leurs visages sont barbouillés de plaintes de guerre, un rituel païen qui défie déjà les conventions militaires. L'atmosphère est électrique, un mélange de peur et d'adrénaline. Soudain, l'enfer se déchaîne. Des éclats de DCA déchirent le métal. L'avion est touché, secoué par une violence inouïe. La carline se remplit de fumée et des cris des blessés. La lumière verte, signal du saut, s'allume bien trop tôt. L'ordre hurle dans le chaos. Go, go, go! Ils sautent dans une nuit de feu et de fer, dispersés loin de leur objectif, seuls. Le plomb est mort avant même d'avoir commencé. Le système les a abandonnés. Au sol, la Normandie n'est pas une plage de libération, mais un piège végétal, le bocage. Un labyrinthe sans fin de champs minuscules, emmurés par des haies si denses qu'un char ne peut les franchir. Des chemins creux, encaissés entre des talus de terre, deviennent des couloirs de la mort. La visibilité est réduite à quelques mètres. Chaque parcelle de terre est une forteresse naturelle, chaque haie une ligne de front potentielle. Dans ce dédale, les cartes de l'état-major sont inutiles, les radios sont silencieuses. La grande machine de guerre, conçue pour les plaines ouvertes, s'est enlisée dans un combat de rue mené au milieu des champs. La distinction entre amis et ennemis s'estompe, la survie remplace la stratégie. Le système qui a mené ces hommes ici n'est pas conçu pour ce genre de guerre.
L'armée des États-Unis de 1944 est une merveille d'organisation industrielle, une bureaucratie colossale pensée pour gérer des millions de soldats comme des pièces sur une chaîne de montage. Sa journée est rythmée non par le combat, mais par la procédure. Rapports à remplir, matériel à entretenir selon le manuel, ordre descendant d'une hiérarchie lointaine et invisible. Le soldat n'est pas un guerrier, mais un rouage. Sa valeur se mesure à sa capacité à exécuter une tâche prédéfinie, sans question, sans initiative. L'objectif n'est pas la survie, mais l'exécution du plan, quel qu'en soit le coût humain. La logique de cette machine repose sur un dogme simple. La supériorité matérielle et la planification centralisée garantissent la victoire. Les problèmes tactiques ne se résolvent pas par la ruse, mais par la puissance de feu. Une position ennemie, on demande un barrage d'artillerie. Une résistance, on envoie une vague d'assaut coordonnée. Les décisions sont prises par des officiers à des kilomètres du front, à partir de cartes et de rapports, loin de la boue et du sang. Dans ce modèle, l'initiative individuelle est une anomalie dangereuse, une variable non contrôlée qui menace l'intégrité du plan d'ensemble. La doctrine est reine et la réalité du terrain doit s'y plier. Pour garantir cette conformité absolue, le système s'est doté de règles d'acier. La chaîne de commandement est sacrée, un dogme inviolable. Un soldat ne parle qu'à son sergent, un sergent à son lieutenant. Chaque action, de la patrouille à l'établissement d'un périmètre défensif, est dictée par des procédures opérationnelles standards. Et pour ceux qui oseraient dévier, il y a le code de justice militaire. L'insubordination, le simple fait de questionner un ordre jugé absurde, n'est pas une faute, c'est un crime. Un crime passible de la cour martiale, de la prison, voire du peloton d'exécution. La discipline n'est pas une culture, c'est une loi appliquée avec une rigueur implacable. Mais au-delà des lois écrites, c'est une culture invisible qui cimente le système. L'apparence de la discipline est souvent plus importante que son efficacité réelle. Un soldat à l'uniforme impeccable est jugé plus fiable qu'un vétéran aguerri mais débraillé. Le code de conduite tacite est de ne pas faire de vagues. Un officier est jugé sur sa capacité à ne pas créer de problème pour son supérieur, même si cela signifie dissimuler les difficultés du terrain. La loyauté est due à l'institution avant d'être due aux hommes. Sacrifier une escouade pour respecter un ordre est un devoir. Protéger ses hommes en désobéissant est une trahison. Le pouvoir n'appartient pas aux combattants, mais à la structure elle-même. Les généraux et leurs états-majors, certes, mais surtout l'appareil bureaucratique qui contrôle le nerf de la guerre, la logistique. Le pouvoir est maintenu par un contrôle absolu des ressources. Un soldat dépend de la chaîne de commandement pour ses munitions, sa nourriture, ses soins médicaux, ses renforts. Cette dépendance totale garantit la soumission. On ne se rebelle pas contre le système qui vous nourrit et vous arme. Chaque unité, chaque homme est un vassal lié à son suzerain par un flux constant de matériel. Coupez ce flux et l'unité cesse d'exister. C'est la menace ultime qui plane sur chaque soldat. Avant l'effondrement en Normandie, cet équilibre semble parfait. La machine de guerre américaine est au sommet de sa puissance, validée par le succès logistique monumental du débarquement. La croyance est unanime. La victoire sera obtenue en appliquant la même formule de planification centralisée et d'obéissance stricte. Dans cette grande équation, un soldat insubordonné comme Jake McNiss n'est qu'une erreur de calcul, une anomalie statistique destinée à être corrigée ou éliminée. L'idée qu'un groupe de parias, sans ordre et sans soutien, puisse accomplir quoi que ce soit de stratégiquement pertinent est tout simplement impensable. C'est une hérésie logique et culturelle. Pourtant, au cœur de cette forteresse de certitude se cache une fragilité fondamentale. Le système repose sur un postulat jamais testé dans des conditions extrêmes, que la discipline formelle, celle des défilés et des uniformes, est synonyme d'efficacité au combat. Il croit que ces plans, conçus dans le calme d'un quartier général, sont intrinsèquement supérieurs à l'instinct d'un homme qui sent la poudre et voit le regard de l'ennemi. Le système ne fait pas confiance à l'intelligence de ses échelons les plus bas. Il a une foi aveugle dans la technologie et la masse, mais une méfiance profonde envers l'individu. Cette méfiance est son talon d'Achille. La structure de commandement est conçue pour diriger des armées, pas pour guider des survivants. Elle est aveugle à sa propre désintégration au niveau microtactique. En l'absence totale de communication et d'officiers, le système n'a aucun protocole, aucune procédure pour reprendre le contrôle. Il est totalement dépendant de la chaîne de commandement et du flux logistique. Lorsque le C-47 de McNiss a été abattu, il n'a pas seulement détruit un avion, il a brisé ses deux piliers simultanément. Il a créé un vide de pouvoir et de ressources que la doctrine ne sait pas comment combler. Un vide parfait pour qu'un anarchiste prenne le commandement. Jake McNiss n'est pas né soldat. Il a été forgé par la Grande Dépression dans les terres arides de l'Oklahoma, un monde où la survie n'était pas une question de discipline, mais d'ingéniosité et de mépris des règles établies. Il a appris jeune que les structures d'autorité, qu'il s'agisse des banques ou du gouvernement, étaient des entités lointaines et indifférentes, dont les lois ne servaient qu'à protéger les puissants. Son éducation ne s'est pas faite dans une salle de classe, mais en braconnant sur des terres interdites, en réparant des moteurs avec des pièces de fortune et en menant des bagarres de bar où la seule règle était de rester debout.
Pour lui, l'obéissance n'était pas une vertu, mais une faiblesse, une abdication de l'instinct face à une logique abstraite et souvent stupide. Cette méfiance instinctive envers l'autorité a défini son caractère. Au sein de l'armée, McNiss est un paradoxe vivant. Il est incapable de maintenir un uniforme propre ou de saluer un officier sans une pointe d'ironie dans le regard. Il boit, se bat et défie ouvertement les ordres qu'il juge absurdes. Mais cette façade de rebelle cache une loyauté féroce, non pas envers l'armée ou la nation, mais envers le petit groupe d'hommes qui l'entourent, les Filthy 13. Pour eux, il est un leader naturel, un protecteur. Sa seule loi est la survie de sa meute. Il méprise les officiers frais et mollus de West Point, dont les connaissances théoriques se brisent au premier contact avec la réalité brutale du combat. Sa compétence la plus précieuse est invisible pour la hiérarchie. McNiss possède un génie inné pour le chaos organisé. Là où les autres voient la confusion, il perçoit des opportunités. Il est capable de transformer une situation désespérée en un avantage tactique, en utilisant l'improvisation comme une arme. Cette habileté ne vient d'aucun manuel militaire. Elle est l'héritage d'une vie passée à déjouer les systèmes. C'est l'instinct du braconnier qui sait comment se déplacer sans être vu, la ruse du joueur de poker qui peut lire son adversaire et bluffer avec une mauvaise main. Il ne pense pas en termes de plans et de procédures, mais en termes de problèmes et de solutions immédiates, peu importe si ces solutions sont non réglementaires. Son entrée dans l'armée fut un choc culturel violent. Le système a tenté de le broyer, de le transformer en un rouage anonyme et obéissant. Les exercices répétitifs, l'obsession pour des détails insignifiants comme le pli d'un pantalon, la soumission aveugle à des ordres venus d'en haut, tout dans cette machine heurtait sa nature profonde. Son casier disciplinaire n'est pas le reflet d'une âme criminelle, mais le journal de bord de sa résistance. Chaque punition, chaque jour de corvée était le prix à payer pour refuser de renoncer à son jugement. Il a vite compris que pour l'armée, un bon soldat n'était pas celui qui pensait, mais celui qui exécutait sans réfléchir. Il a donc choisi d'être un mauvais soldat. Ce choix l'a plongé dans un conflit interne permanent. D'un côté, il y a la promesse qu'il s'est faite à lui-même et à ses hommes, les ramener vivants. Cette loyauté tribale est son ancre morale, le seul code auquel il adhère sans réserve. De l'autre, il y a le serment qu'il a prêté à une institution qu'il méprise, mais dont il dépend pour ses armes, ses munitions et sa nourriture. Ce dilemme le tiraille à chaque décision. Obéir à un ordre stupide et risquer la vie de ses amis, ou désobéir et faire face à la cour martiale, privant son unité de son leader. C'est un calcul constant entre la survie et la trahison, où chaque choix a un coût insupportable. Ce conflit s'est manifesté bien avant la Normandie. Lors d'un exercice d'entraînement en Angleterre, son unité s'est retrouvée anéantie sur le papier, prise dans une embuscade simulée conçue par les instructeurs. Selon la procédure, ils auraient dû attendre les ordres. Ignorant le protocole, McNiss a rallié les survivants, contourné les forces ennemies en passant par un marécage jugé infranchissable et a capturé l'officier qui dirigeait l'exercice. Le résultat fut un succès tactique total et une punition exemplaire pour insubordination. L'armée lui a enseigné une leçon claire. Il valait mieux échouer en suivant les règles que de réussir en les brisant. Une logique qu'il ne pouvait accepter. En conséquence, le système l'a marginalisé. Jack McNiss est devenu un paria, un exemple de ce qu'il ne fallait pas être. Les officiers le considéraient comme une influence corrosive, une source constante de problèmes. Lui et ses hommes des Filthy 13 ont été étiquetés comme des fauteurs de troubles, une unité de démolition composée de marginaux et de rebelles. Ils étaient envoyés en première ligne pour les missions les plus ingrates, privés de promotion et constamment sous la surveillance de la police militaire. Mais cette pression, conçue pour les briser, n'a fait que renforcer leurs liens. Isolés du reste de l'armée, ils sont devenus une fraternité soudée par le mépris partagé de l'autorité et une confiance absolue les uns envers les autres. Cette mise à l'écart fut paradoxalement sa meilleure préparation pour l'enfer à venir. En le forçant à opérer en marge du système, l'armée l'a involontairement entraîné à survivre sans lui. Il a appris à se débrouiller, à trouver ses propres ressources, à créer ses propres tactiques et à ne compter que sur l'intelligence collective de son groupe. Ainsi, lorsque le chaos du jour J a pulvérisé la chaîne de commandement et anéanti les plans de l'état-major, McNiss n'était pas perdu. Pour la première fois de sa carrière militaire, le monde autour de lui avait enfin un sens. Le système s'était effondré, le laissant libre. Sa plus grande faille aux yeux de la hiérarchie était sur le point de devenir son atout le plus redoutable. La carlingue du C-47 se déchire dans un hurlement de métal torturé. Des éclats de DCA, traçant rouge et blanche, zèbrent la nuit noire, transformant le ciel en un champ de tir mortel. À l'intérieur, c'est un chaos de fumée, de cris et de corps projetés les uns contre les autres. La lumière verte, le signal du saut, s'allume prématurément, une sentence absurde dans cet enfer mécanique. L'ordre du Jump Master, à peine audible au-dessus du vacarme, n'est plus une instruction, mais un réflexe de survie. Allez-y. Sans hésitation, McNiss et ses hommes se jettent dans le vide. Ils ne sautent pas vers une zone de largage planifiée, mais s'échappent d'un cercueil volant. Le plan, ce chef d'œuvre de logistique et de stratégie, est mort. Ils sont seuls, dispersés, tombant vers une terre inconnue. L'impact avec le sol est brutal. McNiss se libère de son parachute, le souffle coupé, l'adrénaline battant dans ses tempes. Autour de lui, le silence est presque aussi assourdissant que le bruit de l'avion. Il est seul. La Normandie n'est pas un champ de bataille ouvert, mais une prison végétale.
Les haies du bocage se dressent comme des murs infranchissables, noyant le paysage dans une oppression oppressante. Chaque bruissement de feuilles pourrait être un ennemi. Les points de repère des cartes sont inexistants. La Grande Invasion, la plus grande machine de guerre de l'histoire, s'est réduite à un homme, seul dans la boue, avec pour seule mission immédiate de ne pas mourir dans les 5 prochaines minutes. Le système ne l'a pas seulement abandonné, il a cessé d'exister. Il retrouve quelques hommes au hasard des chemins creux, des visages hagards, des uniformes déchirés. Parmi eux, un jeune lieutenant, tout juste sorti de l'école d'officier, dont les yeux trahissent une panique à peine contenue. S'accrochant aux vestiges de son autorité, il tente d'imposer la doctrine. « Nous devons établir un périmètre défensif ici et attendre les ordres », dit-il d'une voix qui se veut assurée. McNiss le regarde, puis observe les environs. Un terrain ouvert, une position indéfendable. Rester là, c'est mourir. Il voit dans le regard de l'officier non pas un leader, mais un disciple terrifié d'un dieu absent. La procédure, le manuel, la chaîne de commandement, des fantômes inutiles dans ce monde revenu primitif. Une patrouille allemande approche, leur voix résonnant dans le calme nocturne. Le lieutenant se crispe, prêt à ordonner une charge frontale, une manœuvre suicidaire dictée par le manuel d'infanterie. McNiss l'interrompt d'un geste sec. On les contourne par le fossé, on les prend à revers. Silence radio. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. L'officier, blême, s'insurge. Sergent, je suis le gradé ici, vous tiendrez la ligne. McNiss ne lui accorde pas un second regard. Il se tourne vers ses hommes, les survivants des Filthy 13 et les autres qui l'ont rejoint. Ceux qui veulent vivre, suivez-moi. Les autres peuvent prier avec le lieutenant. C'est un acte de mutinerie pur et simple, un crime capital en zone de combat. L'embuscade est une chorégraphie brutale et silencieuse. Les hommes de McNiss, se déplaçant avec l'instinct de prédateur, éliminent la patrouille allemande avant même qu'elle ne comprenne ce qui lui arrive. Quelques coups de couteau, des tirs étouffés, c'est fini en moins d'1 minute. Du côté du lieutenant, qui a tenté de tenir la ligne, le bruit d'une fusillade brève est déjà cessé. McNiss et ses hommes le trouvent mort, ainsi que les 2 soldats qui lui avaient obéi. La leçon est gravée dans le sang. La logique de McNiss mène à la survie, celle du système mène au cimetière. Le coût de sa décision est immense. Il a sauvé ses hommes, mais il est désormais un renégat, un chef de bande sans autre loi que sa sienne. Ce n'est plus une section, c'est une meute hétéroclite de survivants, unis par une méfiance commune envers les ordres venus d'en haut et une foi absolue en l'homme qui les guide. McNiss ne cherche pas à recréer une unité militaire. Il forge une tribu, avec ses propres codes et sa propre hiérarchie, basée sur la confiance et l'efficacité, non sur les insignes. Ils sont une anomalie, une armée privée opérant au cœur de la guerre. Au cours d'une reconnaissance, il découvre un objectif que personne n'avait prévu. 2 ponts sur la Douve, près de 40 ans, laissés presque sans surveillance, mais essentiels pour l'arrivée des renforts blindés allemands vers les plages. Leur destruction n'est sur aucun ordre de mission. C'est une opportunité née du hasard, une faille stratégique visible uniquement depuis leur position. Pour l'état-major, cet endroit n'existe pas encore sur la carte des opérations. Pour McNiss et ses hommes, c'est une vision claire de leur nouveau but. Les enjeux viennent de changer radicalement. Il ne s'agit plus seulement de survivre jusqu'au lendemain, mais de potentiellement changer le cours de la bataille de Normandie. Le poids de cette découverte est écrasant. Le conflit interne de McNiss atteint son paroxysme. Sa première loyauté va à ses hommes, à sa promesse de les ramener vivants. Attaquer ces ponts est une mission suicide. Ils n'ont ni les explosifs, ni les hommes, ni le soutien nécessaire. La décision logique, celle du chef de meute, serait de se replier, de continuer à survivre en marge du conflit. Mais l'instinct du soldat, celui qui l'a toujours réprimé, voit l'importance stratégique de ces ponts. Ignorer cette opportunité pour écouter la vie à des milliers d'autres soldats sur les plages. Doit-il sacrifier sa tribu pour un bien supérieur auquel il ne croit plus? Est-il un simple survivant ou est-il malgré tout un soldat de l'armée américaine? Par miracle, il trouve une radio fonctionnelle dans une Jeep abandonnée. Après des heures d'essai, il parvient à contacter un quartier général de fortune, loin à l'arrière. La voix à l'autre bout est calme, distante, bureaucratique. McNiss explique la situation, l'emplacement des ponts, l'urgence. La réponse est un coup de poignard. « Sergent, nous n'avons aucune information confirmant votre rapport. Votre mission est de rejoindre votre unité d'origine. Cessez toute initiative. Répétez vos coordonnées et attendez les ordres. » Le système, aveugle et sourd, vient de lui offrir une porte de sortie. Il peut obéir, abandonner les ponts et être absous de toute responsabilité. Il a un ordre officiel qui protège sa lâcheté. McNiss regarde la radio, ce lien ténu avec un monde qui n'a plus de sens. Il regarde les visages de ses hommes, sales, épuisés, mais qui lui font une confiance aveugle. La voix dans le récepteur représente l'échec, la doctrine qui les a laissés pour morts. Ces hommes représentent la seule réalité qui compte. Il prend la radio, la lève au-dessus de sa tête et la fracasse contre une pierre. Le plastique éclate dans un bruit sec et définitif. Le silence qui suit est total. Le dernier lien avec le système est rompu. Il n'y a plus d'ordre, plus d'excuses, plus de retour en arrière possible. Il se tourne vers ses hommes. On va prendre ces ponts. La décision est prise. Ils sont seuls contre le monde. Le poids du monde repose sur les épaules de Jake McNiss. D'un côté, la vision lointaine des 2 ponts sur la Douve, silhouette fragile sous la lune normande. Il comprend leur importance avec une clarté viscérale que les cartes d'état-major ne pourront jamais capturer. Tenir ces ponts, c'est bloquer une contre-attaque de l'Indé allemande. Les perdre, c'est condamner des milliers d'hommes sur les plages à un massacre. De l'autre côté, il voit les visages de sa meute. Une vingtaine d'hommes, sales, affamés, épuisés, qui ont tout abandonné pour le suivre. Ils ne se battent plus pour l'Amérique, mais pour lui. Sa promesse tacite, son unique code d'honneur, a toujours été de les protéger, de les ramener vivants. Il est leur chef de tribu, pas leur sergent. L'ordre reçu par radio résonne encore dans son esprit, une tentation insidieuse. Cessez toute initiative, attendez les ordres. C'est la voix du système qu'il a toujours méprisée, mais pour la première fois, elle lui offre une absolution.
Il pourrait obéir, il pourrait se cacher dans le bocal avec ses hommes, survivre quelques jours de plus. Si les panzers allemands déferlaient sur les plages, ce ne serait pas sa faute. Ce serait l'échec de la bureaucratie, la faillite d'officiers incompétents à kilomètres de la réalité. Il aurait suivi la procédure à la lettre. Il serait un bon soldat, un soldat irréprochable, qui aurait mené ses hommes à une mort propre et réglementaire, ou peut-être même à la survie. La lâcheté n'a jamais semblé si logique, si juste. Pourtant, cette logique se heurte à la seule loi qu'il n'a jamais trahie, la survie de sa meute. Mais qu'est-ce que la survie? Est-ce simplement respirer un jour de plus? S'il ignore ses ponts, il condamne l'invasion. S'il condamne l'invasion, ses hommes et lui se retrouveront piégés, chassés et anéantis dans une Normandie redevenue une forteresse allemande. Leur survie à court terme garantirait leur mort à long terme. Sa promesse de les ramener vivants n'était pas une promesse de les cacher, mais de les guider à travers le feu. Il regarde leurs yeux fatigués mais pleins de confiance. Ils ne lui ont pas donné leur loyauté pour qu'il les mène à une mort passive, mais pour qu'il donne un sens à leur combat. C'est là, dans ce dilemme insoluble, que la véritable nature de sa rébellion se révèle à lui. Il n'a jamais combattu le système par pur anarchisme. Il l'a combattu parce que le système était stupide. Il a désobéi aux ordres parce qu'ils étaient déconnectés de la réalité, parce qu'ils menaient à des morts inutiles. Mais ici, pour la première fois, la réalité du terrain et l'impératif stratégique sont alignés. L'action la plus intelligente, la plus efficace, est aussi la plus insubordonnée. Détruire ces ponts n'est pas seulement un acte de guerre, c'est l'acte de défiance ultime. C'est prouver que l'instinct d'un paria de la boue vaut plus que tous les plans des généraux. Il ne s'agit plus de survivre, il s'agit de gagner, mais à sa manière. La décision qui naît de cette épiphanie est totalement contre-intuitive. Il ne va pas lancer une charge frontale désespérée. Il va faire ce qu'il fait de mieux, tricher. Il se souvient d'un dépôt de matériel de démolition, destiné à une autre unité, qu'ils ont croisé pendant leur errance, un dépôt probablement oublié dans le chaos du débarquement. La procédure militaire serait de demander l'autorisation, de remplir des formulaires. La logique de survie serait de l'ignorer. McNeice choisit une troisième voie, piller les ressources de sa propre armée. Il va commettre un crime, le vol de matériel militaire en zone de combat, pour accomplir une mission que personne ne lui a donnée. Il va utiliser l'inefficacité du système contre lui-même pour servir ses propres objectifs. Il rassemble ses hommes dans le creux d'un chemin. Il n'y a ni drapeau ni discours patriotique, juste la vérité, brute et froide. L'état-major ne sait pas que ces ponts existent. L'ordre est de ne rien faire. Si on obéit, on survivra peut-être une semaine de plus avant de se faire massacrer. Si on attaque, on a une chance de changer la donne, mais la plupart d'entre nous y resteront. On n'a pas d'explosifs, alors on va commencer par piller un de nos propres dépôts. C'est la cour martiale assurée si on s'en sort. Il les regarde un par un. Personne ne vous jugera si vous partez maintenant. C'est votre dernière chance de choisir la voie facile. Le silence est lourd, tendu. Personne ne bouge. Pas un seul homme ne recule. Dans leurs yeux, ils ne voient pas de la peur, mais une lueur de défi, une résolution sombre. En cet instant, ils ne sont plus des soldats perdus de la 101e. Ils sont devenus autre chose. Une unité autonome, une fraternité de renégats liée non par le serment à une nation, mais par la loyauté à un homme et à sa vision. Ils ne se battront pas pour suivre des ordres, mais pour valider une conviction. McNeice a brisé la radio, coupant le lien avec le système. Par ce choix, ces hommes viennent de couper le leur. Le chemin du retour est fermé à jamais. Ils sont seuls, des hors-loi en mission pour sauver une armée qui les condamnerait pour leur héroïsme. La nuit est une encre épaisse et froide. Le dépôt de ravitaillement américain est une île de silence anormal au milieu d'une guerre bruyante. Les hommes de McNeice se déplacent comme des spectres, non pas contre l'ennemi, mais contre leur propre camp. Chaque caisse de TNT qu'ils soulèvent est un acte de trahison et de salut. Ils ne sont pas des soldats suivant un plan, mais des cambrioleurs exécutant un casse. L'ironie est écrasante. Pour obtenir les outils nécessaires à la victoire, ils doivent commettre un crime contre l'armée qu'ils sont censés servir. Les sentinelles qu'ils évitent ne sont pas allemandes, mais américaines. Chaque ambre est une menace, chaque bruit un risque de cour martiale. Ils pillent la machine pour la réparer de l'intérieur, devenant des hors-loi pour accomplir leur devoir. Le poids des explosifs volés est autant physique que moral. Ils progressent à travers le bocage, un labyrinthe d'épines et de boue, chaque pas les éloignant un peu plus du monde qu'ils connaissaient. Ils sont une nation d'une vingtaine d'hommes, pour seul drapeau leur loyauté mutuelle. Le bruit lointain du front est un rappel constant de l'enjeu, mais ici, dans leur bulle de silence et de détermination, la seule chose qui compte est la mission qu'ils se sont donnée. McNeice marche en tête, non pas comme un sergent, mais comme le chef d'une tribu primitive en route pour une chasse sacrée. Il n'y a pas de renfort, pas de soutien d'artillerie, pas de plan d'évacuation. Ils ont brouillé leur vaisseau en fracassant la radio. La seule voie possible est vers l'avant, vers les ponts. L'attaque du premier pont est une symphonie de violence contenue. Ils n'utilisent pas la force brute, mais la ruse du prédateur. Divisés en petites équipes, ils se glissent à travers les lignes de défense allemandes, utilisant les chemins creux et l'ombre des haies pour devenir invisibles. La surprise est totale. Les sentinelles sont neutralisées silencieusement, un couteau dans le noir, une carotte. Avant que la garnison ne comprenne qu'elle est attaquée, les hommes de McNeice sont déjà à l'intérieur du périmètre, semant la confusion et le chaos. Ce n'est pas une bataille, c'est une exécution chirurgicale. La logique militaire voudrait un assaut coordonné. McNeice leur offre une infestation,
Une attaque qui vient de partout et de nulle part à la fois, paralysant la capacité de l'ennemi à organiser une défense. Cohérente. Le temps devient leur véritable ennemi, tandis qu'une partie du groupe maintient un feu de suppression, créant l'illusion d'une force bien plus importante. McNeese et son équipe de démolition s'affairent sur la structure en acier du pont. Leurs mains, noires de crasse et de peinture de guerre, travaillent avec une précision fébrile, attachant les pins de TNT aux piliers de soutien. Chaque cliquetis de métal, chaque chuchotement est amplifié par la tension. Au loin, le son des moteurs de véhicules allemands se rapproche, une promesse de renfort qui pourrait les submerger en quelques minutes. La sueur coule sur leurs visages, se mêlant à la boue. Le destin de l'invasion de la Normandie se joue ici, dans les mains de quelques renégats plaçant des explosifs volés sous un pont anonyme. La victoire a un goût de cendre. Les charges sont posées, mais une rafale de mitrailleuses fauche l'un des leurs. Un vétéran des Filthy 13, un visage familier depuis le camp d'entraînement. Il gît à découvert sur le pont, appelant à l'aide. McNeese est figé, son conflit interne incarné dans le corps de son ami blessé. Le sauver signifie compromettre la mission, risquer la vie de tous les autres. L'abandonner signifie trahir le seul code qui lui reste. Dans un éclair de douleur, il prend sa décision. On le laisse. Faites sauter. L'ordre lui déchire la gorge. Il a choisi la mission plutôt que l'homme. Le soldat plutôt que le chef de tribu. Le pont explose dans un éclair aveuglant, emportant avec lui une partie de son âme. L'effet de surprise est mort. En approchant du second pont, ils sont accueillis par un mur de feu. Les Allemands, alertés et retranchés, ont transformé la position en une forteresse. Nids de mitrailleuses, mortiers, tireurs d'élite, la supériorité numérique et matérielle de l'ennemi est écrasante. Un assaut frontal serait un suicide collectif. La logique militaire, celle de la masse et de la puissance de feu, reprend ses droits. Ces hommes le regardent, leurs munitions s'épuisant, leur nombre diminuant. Le doute s'insinue dans leurs yeux. Peut-être que le système avait raison. Peut-être qu'un groupe de parias ne peut pas, par la seule volonté, défier les lois mathématiques de la guerre. Le plan de McNeese semble s'être heurté à la dure réalité du champ de bataille. C'est alors que la rupture se produit. McNeese ne cherche pas à vaincre la logique de l'ennemi. Il la brise. Il ordonne à une petite équipe de faire un large détour et d'utiliser leur dernière grenade fumigène loin sur le flanc, créant une diversion bruyante mais inoffensive. Simultanément, il fait tirer une fusée de signalisation allemande capturée, le code pour un retrait. Dans la confusion, croyant être pris à revers par une force plus importante, une partie de la garnison allemande se replie pour contrer la fausse menace. C'est l'ouverture dont il avait besoin. Il ne gagne pas en étant plus fort, mais en rendant l'ennemi plus stupide. Il transforme le champ de bataille en un chaos psychologique, une arène où l'instinct du tricheur surpasse la discipline du soldat. L'assaut final est une course désespérée à travers un terrain balayé par les tirs. Ils atteignent le pont, placent les dernières charges dans une précipitation suicidaire. McNeese, à couvert, relie les détonateurs. Il jette un dernier regard vers la structure, puis vers le ciel zébré de balles traçantes. Il appuie. Une seconde explosion, encore plus massive que la première, déchire la nuit. La structure du second pont se tord, gemme, puis s'effondre dans la rivière Douve dans un fracas apocalyptique. Le silence qui suit est profond, absolu. La voix est coupée. Les contre-attaques blindées allemandes vers Utah Beach sont bloquées. Visuellement, le résultat est incontestable. Une poignée d'insoumis vient de sauver des milliers de vies en désobéissant à tous les ordres. Les survivants se regroupent dans l'ombre, regardant les flammes danser sur les débris. Ils ont gagné. Mais il n'y a aucune euphorie, aucune célébration. Seulement l'épuisement, la douleur des blessures et le poids des absents. McNeese contemple les visages de ces hommes, des fantômes éclairés par le feu de leur propre victoire. Il a réussi au-delà de toute espérance, prouvant que sa logique du chaos était la bonne. Mais le coup est gravé sur chaque visage. Il a tenu sa promesse stratégique, mais a brisé sa promesse humaine vers ceux qui sont tombés. Son conflit est résolu dans un équilibre amer de triomphe et de perte. Ils sont les héros invisibles de la Normandie, mais aussi des criminels de guerre aux yeux de leur propre armée, seuls au milieu d'un territoire qu'ils ont contribué à libérer. Lorsque les premiers éléments de la 4e division d'infanterie les découvrent, quelques jours plus tard, ils ne voient pas des héros, mais une bande de fantômes débraillés, aux uniformes en lambeaux et aux regards hallucinés. McNeese et ses survivants sont immédiatement désarmés, traités avec une méfiance glaciale. Leur récit de ponts détruits et de batailles non autorisées est accueilli avec incrédulité, perçu comme le délire de déserteurs cherchant à justifier leur absence. Aux yeux de la machine militaire qui reprend lentement ses droits, leur survie même est une anomalie suspecte. Dans un système où le succès se mesure à l'exécution d'ordre, des hommes sans ordre ne peuvent être que des échecs ou des criminels. Leur victoire est si loin des procédures qu'elle est initialement classifiée comme une insubordination flagrante. Pendant ce temps, dans les quartiers généraux, loin du front, les analystes du renseignement s'étonnent. Une contre-attaque blindée allemande majeure, attendue avec angoisse pour frapper le flanc exposé d'Utah Beach, ne s'est jamais matérialisée. Les rapports aériens et les patrouilles de reconnaissance confirment une information stupéfiante. Les 2 ponts stratégiques sur la Douve, la seule voie d'accès rapide pour les Panzers, ont été détruits.
L'état-major est perplexe. Aucune mission de ce type n'était planifiée. Aucun bombardement n'avait été ordonné. Un acte de sabotage d'une précision et d'une audace incroyables, survenu au moment le plus critique, a sauvé la tête de pont. Mais qui en était l'auteur? Le système a enregistré le résultat, un succès stratégique majeur, mais il est totalement aveugle à sa cause. L'enquête remonte lentement le fil du chaos. Des témoignages de parachutistes isolés, des rapports de patrouille, finissent par converger vers un nom, McNeese, le sergent rebelle et sa bande de parias, les Filthy 13. Leur histoire, d'abord rejetée, est réexaminée à la lumière des faits. La vérité crée une onde de choc dans la hiérarchie. Les hommes responsables de l'un des coups tactiques les plus décisifs de la bataille de Normandie sont aussi coupables de mutinerie, de vol de matériel militaire et d'abandon de poste. Le système est face à un dilemme insoluble. Les punir reviendrait à admettre que ses propres plans étaient défaillants et sa structure aveugle. Les récompenser reviendrait à légitimer l'insubordination, à créer un précédent qui saperait les fondements même de la discipline militaire. La bureaucratie militaire, face à un paradoxe qu'elle ne peut résoudre, choisit la seule solution qu'elle connaisse, l'absorption et l'effacement. L'histoire officielle est réécrite. La destruction des ponts est attribuée à des éléments courageux de la 101e division qui, bien que dispersés, ont agi dans l'esprit de leur mission pour perturber les lignes ennemies. Le nom de McNeese est omis des rapports publics. Lui et ses hommes ne passent pas en cour martiale, mais ne reçoivent aucune médaille pour cet exploit. Leur acte de rébellion est neutralisé, transformé en un fait d'armes anonyme et conforme à la doctrine. Le système, incapable d'apprendre de ses propres failles, préfère prétendre que la victoire a été obtenue grâce à ses principes et non malgré eux. Pour Jack McNeese, cette validation silencieuse est la plus amère des victoires. Il a eu raison. Sa logique du chaos a triomphé de la logique de l'ordre. Il a sauvé des milliers de vies et prouvé que l'instinct d'un homme sur le terrain valait plus que tous les plans des généraux. Mais en absorbant son succès, le système lui a volé son sens. Il retourne au combat, non pas en héros, mais en survivant cynique, porteur d'une vérité que personne ne veut entendre. Le conflit qui le déchirait est résolu. Il sait désormais qu'il avait raison de mépriser la machine. Mais cette certitude l'isole à jamais, le laissant seul avec le souvenir des hommes qu'il a sacrifiés pour une victoire qui n'a officiellement jamais eu lieu. Ainsi se révèle la leçon universelle cachée au cœur de la machine de guerre. Ce n'est pas la discipline qui garantit la victoire, mais l'adaptabilité. Toute organisation qui valorise la procédure plus que le résultat devient par nature fragile face à l'imprévu. Son obsession pour le contrôle la rend aveugle aux opportunités et aux menaces qui émergent hors de ses plans. L'histoire de Jake McNeese n'est pas celle d'un héros conventionnel. C'est la démonstration d'un principe fondamental. Dans des conditions de chaos absolu, la survie et le succès n'appartiennent pas à ceux qui obéissent aveuglement, mais à ceux qui ont l'intelligence et le courage de désobéir. Parfois, la seule façon de sauver une organisation de ses propres failles est de briser ses règles les plus sacrées.